Guys, j'espère que vous vous portez bien. Apparemment, Dan Ashworth aime beaucoup le profil de Raheem Sterling. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de dresser un comparatif entre Raheem Sterling et nos différents ailiers. Nous allons également revenir sur la balance du club, la différence entre les achats et les ventes, les recettes de cette année. Et enfin, comme d'habitude, vous le savez, le reste de l'actualité. Alors guys, vous êtes nombreux à me dire que Raheem Sterling est un joueur assez altruiste, un joueur qui va lever la tête et donc qui va délivrer quelques passes décisives à Højlund ou encore à Zirkzee. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, déjà dans un premier temps, nous allons mettre de côté le fait qu'il ait déjà joué pour Liverpool, mettre de côté également le fait qu'il ait déjà joué pour Manchester City, oublier le fait que ce soit un rejeté de Manchester City, mettre de côté également le fait qu'il ait déjà joué pour Chelsea et oublier que ce soit un rejeté de Chelsea. 3 facteurs que nous allons oublier. Et donc, nous allons dresser un tableau comparatif sur l'ensemble de la saison de l'année dernière, 2023-2024, entre lui et nos différents ailiers. Bien sûr, on va mettre Amadjalo de côté parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Donc, je vais prendre Garnacho, Rashford et bien sûr, Ballon de plomb 2025. C'est parti. Alors, sur l'ensemble de la saison 2023-2024, Raheem Sterling a joué 31 matchs. Rashford, quant à lui, il a joué 33. Garnacho en a joué 36. Et enfin, Ballon de plomb en a joué 29. Alors, rappelons rapidement que quand il joue une minute, c'est-à-dire qu'il rentre à la 93e minute et que le match se termine à la 94e minute, c'est quand même considéré comme un match. Mais derrière, nous allons voir les minutes. Donc, je récapitule. Raheem Sterling, 31 matchs pour lui. Rashford, 33. Garnacho, 36. Et enfin, Ballon de plomb, 29. En termes de buts, Raheem Sterling fait mieux que tout le monde. Il marque 8 buts, alors que de son côté, Rashford en a marqué 7. Garnacho également en a marqué 7. Et tenez-vous bien, Ballon de plomb en a marqué Wahed. Uno. Un. Il a marqué un but. Un but dont on se souvient plus, tous bien sûr, c'était le but contre Burnley. Un but. 29 matchs. Certes, il a été beaucoup remplaçant, mais 29 matchs, 1. No comments. En termes de passes décisives, Raheem Sterling a délivré 4 passes décisives. Alors, ça, c'est la réponse à ceux qui me disaient que c'était un joueur assez altruiste et un joueur qui va lever la tête. 4 passes décisives. C'est pas beaucoup, je suis désolé, guys. Pour quelqu'un qui a joué 31 matchs, délivrer 4 passes décisives, c'est pas beaucoup. Donc franchement, quand vous m'avez dit c'est un joueur qui pourrait peut-être délivrer des passes à Højlund ou à Zirkzee, je me suis dit pourquoi pas. Mais là, il a eu honnêtement 4 passes décisives. C'est pas beaucoup. Je suis désolé, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que quelque part, lui aussi, il a du Rashford dans lui. Lui aussi, il va arriver. Boum. Boum. 4 passes décisives, c'est pas beaucoup. Rashford, c'est encore pire. 2. Vous voyez ? Quand on parle de coaching, c'est-à-dire que Rashford, il doit améliorer son QI footballistique. C'est-à-dire, tu peux arriver, jouer 33 matchs et délivrer que 2 passes décisives. C'est-à-dire qu'il tire beaucoup plus qu'il ne passe. Normalement, ça devrait être, même si c'est un joueur du calibre de Rashford, ça devrait être un peu plus équilibré. Je dirais 70-30. Au moins tirer 7 sur 10 et faire la passe au moins 3 sur 10. 2 passes décisives, c'est rien du tout. C'est-à-dire vraiment, sur l'ensemble de la saison, il va falloir qu'il travaille ça. De son côté, Garnacho également a délivré 4 passes décisives. Donc lui, il y en a quand même fait. Parfois, il lève la tête, mais c'est juste que parfois, on n'est pas tueur devant le but. Et encore une fois, guys, tenez-vous bien, tenez-vous prêts, pardon. Ballon de plomb a délivré encore une fois une passe décisive. Uno. Wahed. Affolant. Une. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de Robben, Arjen Robben. Robben, quand il prend la balle, on sait qu'il ne calcule personne. Il va arriver, il frappe. Mais Robben, quand il frappe, déjà dans un premier temps, c'est cadré. Mais en plus de cela, derrière, il marque. Donc lui, non seulement quand il arrive en son il ne calcule personne, il frappe. Mais en plus de cela, la plupart du temps, ce n'est même pas cadré. Et il arrive, il te fait, excuse-moi, non, je t'ai pas vu, mon gars, je t'ai pas vu, désolé.
il te le fait tout le temps. Encore et encore et encore. Fion, 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 fou, il tire. Et même quand c'est cadré, il te fait une petite passe, une frappe toute pourrie, honnêtement toute pourrie, une passe au gardien. Ballon de plomb. Tocard de service. Sincèrement, ce gars-là, 100 millions. Escroquerie du siècle. Donc, pour en revenir en termes de minutes, c'est-à-dire combien de minutes est-ce que le joueur met avant de marquer. Conclusion, par rapport à ton temps de jeu, Raheem Sterling, donc on a dit qu'il a joué 31 matchs, il a marqué 8 buts, et donc sur les 8 buts, il marque toutes les 247 minutes,6. C'est-à-dire, entre les 8 buts, c'est toutes les 246 minutes, 47 minutes,6. Voilà. Pour Rashford, qui en a marqué 7, donc lui il en a marqué 8, il y a quand même un seul but d'écart entre eux, Rashford est à 325,4. C'est-à-dire que Rashford a joué beaucoup plus en termes de jeu, beaucoup plus que Sterling. Il marque donc toutes les 325,4 minutes. C'est quasiment 80 minutes de plus. C'est énorme. Rashford, l'année dernière, a joué donc plus que Raheem Sterling, et donc il marque toutes les 325,4, s'il vous plaît. De son côté, Garnacho, encore une fois, il a joué plus que Raheem Sterling. Lui également, il a 7 buts. Lui, il marque toutes les 367,6. C'est-à-dire que Garnacho, il a donc un problème de finition. Parce que Garnacho, c'est encore même plus élevé que Rashford au final. Récapitulons, 247,6 pour Raheem Sterling, 325,4 pour Rashford. Donc, c'est-à-dire que 324 minutes, on va dire que 1 minute, 60 minutes, c'est 1 heure. Donc, 240, ça fait 4 heures. 4 heures, ça fait combien de matchs? Ça fait à peu près 3 matchs. Donc, on va dire que Raheem Sterling, il marque à peu près tous les 3 matchs. Quant à Rashford, il marque donc 240, 300, environ tous les 6 matchs. C'est beaucoup. Et l'autre, tous les 7 matchs environ. Et tenez-vous bien, bien entendu, Monsieur Ballon d'Or 2025, Ballon de plomb, il marque toutes les 1300,7 minutes. En même temps, petite parenthèse, guys. Il y a une vidéo qui circule sur TikTok. Une vidéo masterclass. Une vidéo qui dit Anthony, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Cette année, par exemple, il a marqué plus de buts que Zidane, Pelé, Maradona, Ronaldo R9, tout confondu, il a marqué cette année plus de buts. Normal, il n'a marqué qu'un, puisque les autres ne jouent plus. Donc la vidéo, elle dit, il a marqué cette année à lui tout seul plus de buts que tous ses joueurs combinés. C'est un tueur, c'est un joueur explosif. Il est à chaque fois à 3 buts de marquer un triplé. Franchement, la vidéo, c'est une masterclass. Il est à 3 buts de marquer un triplé. Il est à 8 ballons d'or de dépasser Messi. Franchement, masterclass. Guys, ballon de plomb. Il est là, il fait son beau gosse drop. Tu es un tocard. Désolé du terme. Je suis désolé pour ceux qui l'aiment bien. Ce sont les stats. Au-delà même des stats, on sait déjà que c'est un tocard. Mais donc, ça veut dire quand même, mine de rien, Raheem Sterling, il est plus prolifique, plus décisif que Garnacho et Rashford en termes de minutes. Déjà, ça, c'est un point qu'il faut souligner. Ensuite, en termes de chances créées, c'est-à-dire chance créée, ça peut être une passe décisive, malheureusement l'autre n'a pas marqué, mais bon, ça aurait dû être une passe décisive. En termes de chances créées, Raheem Sterling en a créé 30 l'année dernière. 30 chances créées l'année dernière. Rashford en a 25, donc Raheem Sterling a joué moins qu'eux, mais il a quand même plus de chances créées que Rashford. Encore une fois, c'est la saison de l'année dernière. L'année dernière n'a pas été une saison aboutie pour Rashford, on est d'accord. Garnacho est à 46. Garnacho, guys, chance créée 46. Donc oui, il a quand même, ça veut dire que il a quand même que 4 passes décisives, mais il a quand même créé 46. C'est-à-dire que derrière, c'est clairement un problème de finition. Et pour lui, et pour les autres autour de lui, parce que lui, il a quand même créé 46 passes, enfin, 46 chances. Mais derrière, il n'a que 4 passes décisives. Donc il y en a 42 où les autres ont tapé dehors ou ont fait une passe au gardien. Et enfin, Anthony en a quand même 22. 22 chances créées.
Chance créée ne veut pas dire pas décisive, ça veut dire avant-dernière passe également. Donc parfois la passe qui amène l'avant-passe, qui amène la passe, qui amène le but. Donc voilà guys, le tableau comparatif des 4 joueurs. Donc on peut dire que, si on peut tirer des conclusions, Raheem Sterling est un joueur qui est plus prolifique que Rashford, que Garnacho. Mais encore une fois guys, je vois Ferdinand être content par rapport à ça. Moi, honnêtement, je vous dis... Si on se rappelle bien de Michael Owen, on se souvient encore de ce but fantastique qui nous marque. Et j'ai encore des frictions. Franchement, je pense à ce but, le but qu'il met contre City en 2009 à la 95e minute. Oh là là, 96e minute même, on va dire. Quel but! La balle, elle revient. Et puis d'ailleurs, quel match! C'était un match 1-0 pour Manchester United, 1 partout, 2-1 pour Manchester United, City qui égalise, 3-2, City qui égalise enfin, City égalise à la 85e minute. Et on trouve quand même les ressources d'aller marquer le but à la 96e minute. Quel but! Le but de McAllowen là, gars, j'ai encore les frissons. Dans ce derby, au bout du bout! Stéphane Guy qui commente, magnifique. Donc, rapidement, je vais fermer la parenthèse. On se souvient de ce but de Michael Owen, mais malheureusement pour lui, parce que c'est une légende de Liverpool, il n'a jamais été, vous voyez, on peut pas le considérer comme un Rooney, il est une légende de Liverpool. Donc pour moi, Raheem Sterling, le fait qu'il ait joué pour Liverpool, le fait qu'il ait joué pour Manchester City, le fait qu'il ait joué également pour Chelsea, le fait qu'il soit des rejetés de Manchester City et de Chelsea, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Donc, voilà la liste, guys. Si jamais il venait à venir, bien sûr, on va mettre de côté et puis on va ravaler notre fierté et puis bon, on va l'accueillir. Nous allons faire maintenant un peu de finance et nous concentrer sur les ventes du club. À cet instant, Manchester United a enregistré 84 millions de livres, s'il vous plaît. 84 millions de livres, tout simplement pour souligner le travail remarquable d'Ineos. Je me souviens encore une fois de l'année 2014 où nous avons vendu Van Persie, Nani, Chicharito, Welbeck, Evans, les 5 à 22 millions. À ce stade de la saison, le mercato n'est pas encore terminé, nous avons enregistré déjà 84 millions de livres, s'il vous plaît. On oublie encore les bonus, c'est uniquement les ventes nettes. 84 millions. À titre d'exemple, en 2015 également, nous avions enregistré 84 millions en termes de ventes. Sauf que si vous vous souvenez bien, on avait également vendu Di Maria au PSG pour 70 millions. Du moins aux alentours de 70 millions. 70, 114, je sais plus. C'est-à-dire, et donc le reste a rapporté donc 10 millions. 14 millions. Donc on avait vendu effectivement 94 millions, mais Di Maria seul avait rapporté 70, 75 millions. Un truc comme ça. C'est pour vous dire que généralement, les Glazers et Manchester United ont tendance à vraiment parader et vraiment se débarrasser des joueurs. Là, nous avons 84 millions et à cet instant, nous avons 16 joueurs qui sont partis. Donc 16 joueurs qui sont soit partis parce que leur contrat est arrivé à expiration, soit partis en prêt, soit ont été vendus. En 2007, nous avons vendu au total 40 millions. Tous les joueurs que nous avons vendus, j'ai oublié, mais en 2016, ça représentait 40 millions. En 2020, cela représentait 65 millions. Mais je crois que le seul joueur qu'on a vendu cette année-là, c'est Lukaku, qui nous a rapporté 65 millions. Je pense bien. En 2024, l'année dernière, l'année dernière, on a rapporté 49 millions. J'ai oublié les joueurs qui nous ont quittés l'année dernière, mais cela nous a rapporté 49 millions. Cette année, nous sommes à 84 millions. Si on compte les départs donc de Greenwood, de McTominay, nous avons Videk. Finalement, Videk, il a été prêté. Je vais dire la dernière fois qu'il a été vendu, mais non, finalement, il a été prêté. Tant mieux. Donc, 94 millions, nous avons 16 joueurs qui sont partis. Donc, nous avons les départs de Martial, nous avons les départs de Varane, nous avons les départs donc de Medri, nous avons les départs de Pellistri. Franchement, Ineos a été ruthless. Il reste encore, bien sûr, quelques joueurs qu'il va falloir observer et vraiment liquider d'ici l'année prochaine. Mais honnêtement, dans le fond, ils ont fait un bon travail. En termes de vente, on a eu vraiment du pur bénéfice sur Greenwood, sur McTominay. Ce sont deux joueurs du club. Franchement, on a exigé les tarifs, c'est ce qu'on a récolté. Donc, guys, là, je fais encore une fois un mini bilan. On va faire le bilan général après
le mercato une fois qu'on aura l'ensemble. Donc là, on fait juste les ventes. Mais je tenais à souligner cela parce que justement, Manchester United, d'habitude, on brade nos joueurs. Et là, on a récolté quand même 84 millions. Je pense qu'en termes de dépenses, je n'ai pas fait les calculs, je pense qu'on doit tourner autour de 165 millions aux alentours. Cela signifie donc, conclusion, on aura donc dépensé à ce stade de la saison 85 millions. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, on fera un bilan général à la fin du mercato. Mais voilà globalement. Franchement, guys, 84 millions à ce stade, sachant que derrière, en termes de salaire, nous avons diminué, tenez-vous bien, 1 275 000 livres par semaine. Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, nous avons diminué 1 275 000 livres par semaine. Si on prend le salaire, les salaires exorbitants de Varane, de Martial, après Pellistri, McTominay, tout ça, ils ne gagnaient pas beaucoup, mais si on fait le cumul de tout, nous avons donc dégraissé 1 275 000. Après, bien sûr, oui, on a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc derrière, forcément, que la balance elle remonte, mais en tout cas, on a quand même dégraissé 1 275 000. Donc voilà, je tenais à vous faire cette petite aparté, justement, sur les ventes, pour souligner encore une fois le travail remarquable d'Ineos, s'il vous plaît. En ce qui concerne le reste de l'actualité, Jadon Sancho se rapprocherait de plus en plus vers la sortie. Que ce soit vers la Juve, que ce soit vers Chelsea, peut-être. Franchement, à écouter les fans de Chelsea, ils rêveraient de faire de ce deal. Genre, un swap deal avec Raheem Sterling. Il va arriver, tranquille, il va aller à Chelsea, se relancer. Et nous, on va récupérer Raheem Sterling. Franchement, je pense que, honnêtement, de vous à moi, Jadon Sancho, pour moi, est un joueur beaucoup plus altruiste que Raheem Sterling. Et en plus, il est plus jeune. Encore une fois, je n'en veux pas. Pour revenir sur Ugarte, il a eu une interview il y a 2 ans où il expliquait qu'en réalité, il adore récupérer le ballon. Il aime ça. Mais ce qu'il aimerait encore plus, c'est une fois qu'il a récupéré le ballon, que ce ballon qu'il ait récupéré se transforme en but. Ça, c'est sa passion. Donc il adore aller chercher le ballon. Bon, c'est une petite interview rapide, c'est une phrase qu'il dit rapidement. Il dit « j'aime aller récupérer le ballon ». Donc le mec, il va aller vraiment parcourir tout le terrain. La dernière fois, j'avais dit que c'est quelqu'un qui va aller parfois dans le terrain adverse. Et quelqu'un m'a dit, dans ce cas, il faut qu'il reste 6. C'est vrai qu'il a tendance parfois à se jeter. Et donc s'il se jette, et que derrière il n'est plus là, mais comme j'ai dit, il récupère quand même beaucoup de ballons. Donc lui, ce qu'il aime, c'est déjà dans un premier temps récupérer le ballon. Et ensuite, il espère que ce ballon qu'il a récupéré, même si c'est l'avant, passe. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a récupéré. Derrière, on fait 15, 100 passes. Et derrière, ça se concrétise en but. Lui, il va retenir le fait que c'est lui qui a récupéré le ballon. Bon, c'est bon à entendre. C'est bon à entendre. Par contre, je veux également ouvrir une petite parenthèse sur son cas. Le cas de Délire et également le cas de Ugarte. Je pense que les Anglais, et là je fais référence à Rio Ferdinand, Paul Scholes, les Anglais généralement qui ont tendance à se couvrir, ils n'ont pas l'habitude de critiquer un autre Anglais. Je pense que Ugarte et Délire seront scrutés à la loupe. Pourquoi ? Parce que Ugarte vient remplacer un autre Britannique, en l'occurrence McTominay, et Délire est censé venir remplacer Maguire. Donc, ces deux joueurs-là, ça je le dis maintenant parce que c'est hors contexte, on peut les critiquer quand il va falloir les critiquer, mais je pense que ces deux joueurs-là, parce qu'ils viennent remplacer d'autres Anglais, derrière, ils seront beaucoup plus scrutés à la loupe que les autres par rapport aux Anglais. Donc je parle bien sûr des anciens joueurs anglais, pas notamment même les Wayne Rooney, tous. Les Anglais ne se critiquent pas entre eux, ils ont tendance à se protéger. Et donc, je pense que notre mercato arrive à la fin. On part encore peut-être de Amrabat, mais bon, Amrabat pourrait venir dans le cas où Eriksen venait à partir. Ça serait pas mal ça, d'avoir Amrabat, Ugarte, Casemiro, Maino, parce que honnêtement Eriksen, le problème c'est que moi je l'aime bien. C'est vrai que c'est un demi-cœur, il n'a pas beaucoup d'énergie, je l'aime bien, mais quand on voit Ten Hag nous mettre McTominay en 10 devant lui, alors qu'il aurait pu avoir sa chance ce week-end et on l'a pas fait, donc je pense que il va servir de décor. Vaut mieux pour lui qu'il parte.
Donc je pense que ça va être globalement la fin du mercato. Peut-être encore une fois qu'Eriksen va partir. Dans le cas où Eriksen part, Manchester United pourrait se retourner pour Amrabat. Mais il y a quand même des rumeurs qui disent que Manchester United ne veut pas payer les 12 millions. C'est-à-dire que là, rappelons encore une fois le fait que nous avons déjà payé 10 millions l'année dernière. Amrabat est estimé à 25 millions. Les 10 millions sont inclus dans les 25 millions. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a à payer, c'est à peu près 12,6 millions de livres, donc 15 millions d'euros. À peu près. Mais Manchester United, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ne veut pas les payer. Donc on verra comment ça va se passer. Donc, guys, je pense que c'est la fin du mercato. Demain, peut-être qu'on devrait se focaliser sur le preview, si bien entendu la conférence de presse a lieu demain. Dans le cas contraire, on la fera donc vendredi. Et donc, guys, vous connaissez la musique. Merci infiniment, sincèrement, infiniment d'être venu jusqu'ici. Merci pour le soutien. Merci pour les partages. Et donc, guys, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Je vous dis ciao, ciao.